Alors oui, hier, c'était la fête des mères. Puis pour célébrer la fête des mères, je suis allée faire du bénévolat à la piscine pour faire du chrono pour une compétition de natation des enfants. Donc, vous voyez que les parents, on porte différents chapeaux. Ça me fait plaisir de prendre part à l'événement. Je suis vraiment heureuse que le Réseau pour un Québec famille ait organisé ce sommet-là. Il me semble qu'on était dû pour avoir une réflexion collective, tout le monde ensemble, pour se donner une vision de la famille d'aujourd'hui, des différents services dont ils ont besoin. Je ne suis pas tout à fait une génération Y, là. Je suis, selon les chiffres, les années, je suis encore dans la génération X, mais je côtoie quand même plusieurs parents où j'ai les frères et sœurs de mes amis sont aussi de la génération Y, là, donc je suis à mesure de voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué dans la société. Puis, je pense qu'il y a quand même des besoins, puis les parents d'aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui ont des solutions, ont des besoins qui méritent qu'on les entende, qu'on en prenne part, puis qu'on ajuste les différents services qui sont actuellement en place. Donc, je pense que c'est là-dessus aujourd'hui qu'on va pouvoir discuter, puis j'ai bien hâte d'aller en atelier avec vous tous. J'ai la chance d'aborder le rôle social des familles. Je pense que les gens dans la salle, c'est probablement un sujet qui vous tient à cœur, pour lequel tous ceux qui ont une certaine proximité avec les familles d'aujourd'hui, vous êtes assez conscients de cette réalité-là. La cellule familiale, on le sait, c'est la base de la construction de notre société. C'est la plus petite échelle où se prennent plein de décisions importantes au quotidien. Les adultes dans la famille, bien, ils ont plusieurs fonctions. Ils ne sont pas juste des travailleurs. Ils sont aussi, ils ont un rôle important d'éduquer leurs enfants, de s'assurer aussi du bien-être de tous les individus de la famille. Ils sont des citoyens, ils sont des électeurs, ils sont des bénévoles, ils sont aussi des proches aidants, des fois pour des parents vieillissants. La famille, c'est un filet de sécurité pour tous les individus qui la composent. Puis, bon, vous savez, je travaille chez Avenir d'enfants, fait que je suis convaincue qu'il faut commencer à agir tôt, donc s'assurer que dans les premières années de la vie, on met tout en place autour de l'enfant pour qu'il puisse se développer pleinement. Je pense que les parents, les jeunes parents aussi, tu sais, on n'est pas parents, donc c'est important de soutenir les jeunes parents qu'ils deviennent. C'est une transition de devenir parent. Puis, c'est une zone aussi de vulnérabilité, comme les tout-petits. Donc, toute cette importance-là de voir au développement des jeunes familles, puis s'assurer de partir dans la vie avec un bon départ. Donc, pour moi, je voyais le parallèle aussi entre l'agir tôt avec les tout-petits, mais également avec les parents, puis s'assurer effectivement que tout au long de la vie, les différentes transitions qu'elles seront vécues dans la famille, qu'on ait un soutien aussi qui soit adéquat pour répondre aux différents besoins qui se transforment au fil des ans. Moi, mon plus vieux va rentrer au secondaire, c'est d'autres besoins, puis d'autres questions qu'on a, puis on voit que les préoccupations, dans le fond, évoluent au cours des années. Quels sont les besoins des familles d'aujourd'hui? Là, il faut que je pince sur le petit piton qui est ici, c'est ça? Voilà, c'est pas pire. Donc, il y a à peu près 5 grands... en fait, probablement qu'il y a plusieurs dans la salle ont entendu parler de la grande enquête qui a été faite Perspective Parents, où est-ce qu'on a sondé plus de 15 000 parents à travers le Québec, des parents d'enfants 0-5 ans. Levez donc la main, les gens qui sont au courant de ces données-là. Bon, c'est pas mal ça que je pensais. Si jamais les gens n'en ont pas entendu parler puis que vous voulez aller voir un peu plus les données qui sont là-dessus, vous pouvez aller consulter le site agirto.org. Donc, il y a plusieurs belles infographies là, qui ont été rendues disponibles que vous pouvez imprimer, télécharger, là, ça vous appartient. Donc, il y a 5 grands enjeux que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, un enjeu de temps, un enjeu d'argent, un enjeu de soutien, un enjeu d'accès à l'information, puis un enjeu de relation, donc de ne pas se sentir jugé. Donc, au niveau du temps, il y a à peu près la moitié des parents dans le sondage qui rapportent qu'ils ont souvent l'impression de courir toute la journée pour faire ce qu'ils ont à faire. Fait que c'est 48 %. Puis ça, vous le voyez, là, probablement, si vous êtes vous-même parent, on le sait, on est à bout de souffle. On a plusieurs obligations à rencontrer. Il y a plusieurs choses à concilier. Donc, je pense que cette statistique-là ne nous surprend pas.
55% des parents n'ont jamais ou ont rarement l'impression d'avoir suffisamment de temps libre pour eux. Donc, les parents sont débordés, ils n'ont pas de temps pour eux, ils souhaiteraient en avoir davantage. Le quart d'entre eux a souvent ou toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps à consacrer à leurs enfants. Donc, manque de temps pour leurs enfants pour passer du temps de qualité. 55% seraient prêts à changer d'emploi en échange de meilleures mesures de conciliation travail-famille. Au niveau de l'argent, donc, il y a près du quart des parents qui jugent leurs revenus insuffisants pour répondre aux besoins de leur famille. Les parents percevant leurs revenus comme insuffisants sont plus nombreux à vivre du stress puis à s'imposer beaucoup de pression. Donc, on sait ce que ça peut avoir ensuite comme conséquence dans la relation. Plus on est stressé comme parent, qu'on est anxieux, on est moins disposé, moins disponible à avoir aussi des relations de qualité. Il y a aussi une statistique quand même intéressante au niveau des banques alimentaires. Donc, il y a les gens qui ont accès à des services de dépannage alimentaire, 34% sont des familles. Donc, c'est quand même une bonne proportion de gens qui vont consommer, dans le fond, ce type de service-là. Donc, c'est plus de 58 000 enfants qui ont été nourris au moins une fois dans l'année là, par ce type de service. En termes de soutien, 24%, fait que c'est un quart des parents ayant au moins un enfant de 5 ans et moins, ne peuvent pas compter sur aucune source de soutien dans leur entourage. Donc, on sait que l'entourage immédiat est important. C'est eux qui peuvent apporter un certain support, aider pour soit garder, dépanner, donner des conseils, etc. Donc, un quart qui n'ont pas accès à cette forme de soutien-là. Les parents ayant une famille plus nombreuse sont ceux dont le réseau social sont le moins disponibles. Donc, c'est sûr que plus tu as d'enfants, peut-être que ça peut être un petit peu plus... c'est moins facile de pouvoir faire garder tes 4 enfants en même temps ou tes 3 enfants que si tu en as seulement un. L'initiative Perspective Parents nous apprend aussi que des parents soutenus par leur entourage ont un sentiment d'efficacité et de satisfaction parentale qui est plus fort. Ils vivent moins de stress, puis ils s'imposent moins de pression sur la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Donc, vraiment, ça amène une certaine condition d'avoir un soutien. C'est une prédisposition positive, là, c'est un filet de sécurité. Au niveau de l'information, qui est le troisième enjeu, donc, un quart des parents ne trouvent pas l'information dont ils ont besoin. Quand on questionne pour savoir où est-ce qu'ils vont consommer, dans le fond, l'information, où est-ce qu'ils vont chercher cette information-là, ce qui revient le plus souvent, c'est la question du web. Fait qu'on n'est pas surpris, là, on sait que de plus en plus, l'information est facilement accessible sur le web. Donc, les gens, c'est le premier réflexe qu'ils ont d'aller chercher sur Internet. Ça passe avant les amis, avant les parents, puis avant aussi même les livres, les conjoints ou les professionnels. Il y a quand même, c'est quand même la moitié des gens qui vont avoir accès quand même à leurs parents, à leurs amis, à des professionnels, mais il faut quand même garder en tête que le premier réflexe est aujourd'hui le web. Il y a toute la question aussi tantôt, j'ai parlé de la relation de confiance. Donc, les parents ont aussi besoin de ne pas se sentir jugés. Donc, c'est une barrière sociale, la peur d'être jugé, l'attitude d'insensibilité ou le manque de reconnaissance de certains enjeux culturels. C'est un obstacle important dans l'accès aux services aux familles, surtout pour celles qui vivent en contexte de défavorisation. Puis ça, tu sais, ça peut être des choses qui sont des fois, qui peuvent un peu paraître anodines, là. Il y a 2 ans, je pense, on reçoit un courriel de l'école qui nous offrait une possibilité d'aller faire une formation ou un atelier le soir après l'école. Là, ils ont envoyé les inscriptions. Il y a presque personne qui a répondu. Fait que là, on a reçu un beau courriel qui disait que, bon, comme les parents n'avaient pas l'air vraiment intéressés puis impliqués, l'activité est annulée. Fait que moi, je me disais, OK. Dans la façon que moi, j'ai reçu le message, je me disais, c'est pas parce que l'activité ne m'intéresse pas, c'est parce que l'activité ne correspond pas aux horaires que j'ai, mais dans la façon que le message m'a été retourné, je sentais qu'en arrière de ça, il y avait comme une espèce de lâcher-prise de dire les parents ne sont pas intéressés à recevoir cette information-là. Là. Fait que je me disais, il me semble qu'il y a quand même... Puis là, en fait, je me dis,
si on imagine certains parents qui ont des plus grandes zones de vulnérabilité, qui reçoivent au quotidien ce genre de messages-là, c'est certain que là, ça donne moins le goût d'aller demander de l'aide ou des services. Je pense qu'au Québec, on peut quand même être fier de l'ensemble des services qu'on a. Il reste quand même des enjeux. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Là. Tantôt, Raymond, ce matin, t'a parlé de l'importance de la place des pères. Donc, on sait que les pères s'approprient de plus en plus un rôle actif dans l'éducation de leurs enfants. La conciliation travail-famille aussi, on voit de plus en plus de mesures ou de l'accès à certaines formes de soutien. On a aussi... moi, je tiens à souligner que dans la dernière année, on a vu plusieurs ministères aussi qui travaillent ensemble sur des aspects liés à la prévention en santé, à la réussite éducative, au soutien aux enfants. Donc, il y a vraiment des avancées qui sont importantes, mais il nous reste quand même des choses importantes à faire. Moi, je vois encore 3 grands défis. Donc, un premier défi qui est toute la question de briser les silos, donc d'accès à un continuum de services aux familles. On entend souvent, on en a parlé tantôt, là, toute la question des enjeux, des difficultés que peuvent vivre certaines familles à travers les différents réseaux, les différents systèmes. On en entend à tous les jours. Puis moi, j'avais le goût quand même de sortir un petit peu de ça puis de vous raconter une situation que moi, j'ai vécue qui est positive. Je me dis peut-être qu'à regarder des situations aussi positives, des cas de réussite, ça va nous permettre de dégager certains facteurs qui vont nous permettre de pouvoir les réinvestir. Donc, moi, mon garçon, il est dyslexique. Tout petit, il avait des problèmes de langage, fait que son langage s'est développé tardivement. Fait que comme parents, on s'est questionné, on est allé consulter, on a cherché de l'aide, puis on a eu la chance pour vrai d'avoir un parcours qui a été très positif. Puis rapidement, Éloi, en 3e année, il a eu son diagnostic, il a eu accès à un plan d'intervention, c'est ça, merci. Donc, un plan d'intervention, il y a eu accès à un portable parce que là, bon, la mesure ministérielle est longue à avoir, mais à l'école, ils ont dit pas de problème, Julie. Nous, on a des portables de plus dans les classes, fait qu'on va. J'avais même pas encore le diagnostic que le plan d'intervention était déjà en place, puis il était déjà équipé sur un ordinateur. Puis tout allait très bien. Fait que cet enfant-là, dans le fond, au niveau de son estime de soi, il ne s'est jamais senti en difficulté d'apprentissage, il ne s'est jamais senti en échec. Donc, tout s'est bien passé. Puis je pense que une des conditions gagnantes, c'est que moi, je me suis toujours sentie en équipe avec le personnel enseignant, en équipe avec les gens au CLSC. Donc, j'ai toujours été considérée comme un parent compétent, comme un parent aimant mon enfant, puis j'ai toujours senti qu'en retour, l'équipe école était, puis même les intervenants au niveau du CLSC, là, étaient disposés à m'aider, ils m'équipaient, ils me soutenaient. On a été capable, dans le fond, parce qu'avant de pouvoir faire le diagnostic, il faut qu'il y ait eu plusieurs années de stimulation pour s'assurer que ce n'est pas un retard. Là. Donc, tout ça a été fait de façon... fait que moi, ce que je souhaite, c'est qu'au Québec, dans le fond, on ait ça partout. Puis je pense que mon cas ne doit pas être unique. Là. Il doit y avoir plusieurs personnes qui ont vécu des situations positives. Je pense qu'on a à apprendre de ces situations-là puis voir comment on peut en faire la norme. Le défi de coordination, je pense que c'en est un. Là, quand je parle de briser les silos, là, je vous ai parlé de s'assurer de faire équipe avec le parent, mais s'assurer aussi d'avoir une bonne coordination des services. Tous les projets, Avenir d'enfants a supporté beaucoup de projets qui visaient justement cette coordination-là intersectorielle où des municipalités ont travaillé avec des organismes communautaires, ont travaillé avec des écoles, avec des CPE pour faire en sorte que les compétences de chacun, l'expertise de chacun soient mis aux bons endroits puis qu'on puisse, de façon créative, trouver les solutions pour faire en sorte que le continuum de services soit le plus adéquat possible. Il y a toute la question aussi d'accessibilité puis de qualité des services. La question d'accessibilité, je me dis, il faut qu'on réfléchisse à entrer dans l'horaire des familles
pas juste ajouter des services de plus, mais s'assurer de voir comment qu'à l'intérieur de ce que la famille vit déjà, on sait le principal obstacle nommé, c'est le manque de temps au niveau de l'accessibilité des services. Donc, puis les parents se disent essoufflés, se disent à la course. Donc, comment qu'on peut, à l'intérieur de ce que le parcours de la journée de la famille, entrer à l'intérieur de ce parcours-là et pouvoir le supporter, dans le fond, à l'intérieur des besoins qu'il peut y avoir. Et ça, je sais qu'il y a plein de gens qui ont été créatifs puis qui ont trouvé des façons de le faire pour sortir un petit peu des sentiers battus et voir comment c'est possible de le faire. Dans l'initiative Perspective Parents, on nous dit que les horaires des services ne sont pas toujours arrimés aux disponibilités des parents, que les activités ne peuvent pas toujours être conciliées avec l'âge des enfants de toute la famille. Donc, des fois, des activités qui sont par groupe d'âge au lieu d'inclure l'ensemble des enfants de la famille qui ont plusieurs âges différents. Parfois, il n'y a pas d'accès à des services de garde aussi pendant les activités de d'autres enfants. Puis, peu d'activités sont offertes directement aux très jeunes enfants, là, donc les mamans qui sont avec des tout petits bébés, ça peut être parfois un frein. Du côté de la qualité des services, il nous reste aussi du travail à faire. On n'a pas beaucoup d'informations sur la qualité des services qui sont offerts. Donc, il faut, je sais qu'il y a eu des efforts qui ont été faits quand même pour augmenter les formations, etc., mais il faut encore en faire davantage, puis peut-être s'assurer de voir comment on peut venir documenter ou apprendre, en fait, documenter la qualité puis pouvoir apprendre pour être dans une perspective d'amélioration continue. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'on voudrait, comment qu'on pourrait faire pour en arriver à un Québec fou de ses familles? J'ai envie de vous lancer des idées, dans le fond, qui pourront être mises au ballottage dans vos ateliers cet après-midi. J'en avais 6 idées à vous soumettre. Donc, puis je pense que vous avez probablement, tu sais, dans une perspective de co-construction, encore peut-être plus de suggestions concrètes à faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on rêve à développer ce continuum de services intégrés-là dès le début de la vie pour soutenir, dans le fond, les parents, pour soutenir les familles puis le développement des enfants. C'est clair que la période, la périnatalité, c'est une période qui est critique, qui est charnière au niveau du développement. Les parents sont parents pour la première fois, les petits bébés, ils vont naître à ce moment-là. Donc, c'est une période essentielle pour voir comment, à partir de ce moment-là, qu'on peut, après ça, suivre les parents, suivre les familles tout au long de leur continuum de vie. Le deuxième élément sur lequel on pense qu'il faudrait regarder pour agir, c'est vraiment s'assurer de faire en sorte qu'on repère le plus tôt possible les problématiques de développement des enfants, mais aussi fait que toute la question de la vulnérabilité. Donc, qu'on soit capable de faire un soutien accru au niveau des enfants qui sont vulnérables, mais probablement aussi des parents qui ont certaines vulnérabilités. Donc, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment les soutenir, puis qu'ils développent, dans le fond, leur sentiment de compétence parentale, puis qu'ils puissent se sentir soutenus pour bien suivre leurs enfants. Il y a plein d'exemples quand même qui ont été faits aussi. Là, je pense au groupe de travail Montérégie en orthophonie communautaire, par exemple, où est-ce qu'ils ont travaillé vraiment au niveau de voir comment ils peuvent accompagner les parents à travers ces différents enjeux-là. Donc, il y a des initiatives qui ont été faites dans différents milieux qui valent la peine, dans le fond, de faire valoir et de regarder. Le troisième élément, c'est de voir comment on peut je ne sais pas si c'est regrouper le bon terme, là, mais s'assurer, dans le fond, qu'à proximité des lieux de résidence des familles, il puisse y avoir des points d'accès où est-ce qu'il y aurait différents services qui puissent être offerts aux parents, aux familles. Donc, pour pas que ça soit... présentement, c'est souvent dans différents lieux publics. Là, donc, on va reconduire l'enfant à la garderie, on va à l'école, on va... à la municipalité, on va à la bibliothèque municipale. Donc, il y a vraiment beaucoup de lieux qui ne sont pas nécessairement regroupés. Là. Donc, faire en sorte que ça soit quand même plus proche puis que ça donne un meilleur accès là, pour les familles. Tout
toute la question, dans le fond, de la conciliation travail, famille-études, s'assurer que, qu'il y ait peut-être un plan d'action gouvernemental pour la conciliation famille-travail-études. C'est sûr qu'il y a une responsabilité qui revient aux entreprises, mais comment qu'on pourrait avoir des mesures incitatives, l'établissement de certaines normes minimales pour faire en sorte qu'on ait des balises au Québec sur cette dimension-là. Ensuite, il y a toute la coordination. Je suis contente, là, j'ai entendu le ministre qui a annoncé une coordination nationale, mais je pense que ça va prendre effectivement une coordination des services, des différents organismes au palier national. L'enjeu de... moi, je pense que tout est là sur le terrain. Là, on a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de services qui sont disponibles, mais si on veut être vraiment dans une perspective de continuum de services, il faut s'assurer aussi qu'au palier national, les différents réseaux puissent travailler entre eux puis puissent arrimer leurs visions respectives pour faire en sorte que le continuum soit le plus fluide possible. Et je terminerai avec le fait aussi de se doter de certaines données pour pouvoir suivre les enjeux, repérer, faire du repérage des bons coups, puis pouvoir améliorer nos pratiques. Je veux quand même saluer le fait qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans les dernières années pour pouvoir justement aller chercher plus de données, de connaissances pour connaître la réalité des parents d'aujourd'hui. Il y a le regroupement pour la valorisation de la paternité qui ont fait faire une étude, le regroupement des centres de ressources en périnatalité aussi qui sont allés chercher des données, le réseau pour un Québec famille que vous avez été chercher des données sur la conciliation travail-famille. Donc, toute cette préoccupation-là de venir chercher de la donnée pour bien connaître, dans le fond, les enjeux, les préoccupations des parents, des familles, puis qu'on puisse suivre ces différentes tendances-là à travers les années, puis pouvoir voir aussi concrètement les services qui sont offerts, comment ça répond, puis pouvoir ajuster puis améliorer nos pratiques. Moi, je pense qu'on a fait un premier pas au niveau petite enfance, famille, et ça, il faut qu'on continue à faire ça pour pouvoir améliorer la situation. Pour conclure, on a fait un bel acronyme. On s'est dit, les familles ont besoin d'appui. Donc, appui pour accessibilité à des services, P pour précocité, donc agir tôt, intervenir tôt, avant l'apparition des difficultés. On est mieux de soutenir les parents avant qu'ils soient rendus à une certaine... que les problématiques soient trop grandes, là, vraiment d'agir en amont. P pour proximité, donc s'assurer d'être proche, que nos services soient offerts à proximité des familles. U pour universalité, fait que bien qu'on... Au départ, moi, je pense qu'il faut qu'on y aille de façon large, donc cibler l'ensemble des parents, l'ensemble des familles pour pouvoir repérer rapidement les zones de vulnérabilité. Puis I pour imagination, parce qu'on pense que ça prend une dose aussi de créativité puis d'imagination. Puis ça, là-dessus, j'ai confiance à ce qui est fait sur le terrain. Là. Vous êtes souvent, dans le fond, des gens qui avaient la capacité de pouvoir créer, de pouvoir réfléchir à comment qu'on ajuste ces différents principes directeurs-là avec votre propre réalité terrain. Donc, imagination, ça serait le dernier ingrédient. Donc, voilà, merci.